Derrière le marbre vous est présenté par Baseball Québec. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette édition spéciale de ce podcast Derrière le marbre. On va aujourd'hui parler du début de saison du baseball majeur pour la saison 2018. On est en plein cœur là, des camps d'entraînement. Le début de saison arrive à nos portes. Et on est en compagnie de Maurice Dumas, ancien directeur des pages sportives du journal Le Soleil. Salut Maurice, ça va bien? Oui, ça va bien. Je pense qu'on se ressemble beaucoup là-dessus, Maurice, quand le soleil arrive puis ça commence à sentir le gazon et les hot dogs. Écoute, que ce soit que tu aies 20 ans, 40, 60, quand le baseball arrive, on est tous de bonne humeur. Ah oui, absolument. Puis la fièvre monte. Et puis maintenant, avec les facilités modernes et tout ça, j'ai écouté pas mal de matchs sur MLB TV? Oui. Oui, moi aussi, je me suis abonné l'année passée. Puis écoute, c'est fabuleux. Puis moi, je le mentionne, c'est qu'il n'y a pas de restrictions au Québec. Non. Donc, les matchs des Blue Jays, on les a. Et tous les matchs sont disponibles. Ah oui, puis depuis le début du camp d'entraînement, c'est au moins 4 matchs par jour. Je te dirais pas que je n'ai écouté 4 par jour, là, parce que probablement que les valises auraient été sur la galerie, mais j'en ai écouté pas mal. On va se parler, Maurice, des différentes divisions de ce qui s'en vient pour la saison. J'avais juste un ou deux petits sujets avec toi avant de parler tout d'abord de la division S de la Ligue nationale. On a entendu au cours de la saison morte le mot collusion. Évidemment, les gens qui sont un petit peu plus âgés, qui ont connu les années 80 du baseball majeur, il y a eu à un certain moment donné la collusion, mais là on parle de vraie collusion avec André Dawson et plusieurs qui n'ont pas eu la chance d'être payés à leur juste valeur. Mais là, c'est différent, Maurice, parce qu'il y a des joueurs qui sont passés à la caisse, il y en a d'autres qui sont en attente, et il y a quelques agents qui sont sur la sellette aussi, parce qu'on a peut-être promis un petit peu trop d'argent à nos clients. Là. Ah oui, on a fait de grosses promesses, et puis ça ne s'est pas concrétisé dans tous les cas. Et je te dirais, moi, j'aime ça. Moi aussi. J'aime ça parce que je ne sais pas si les propriétaires font preuve d'une plus grande sagesse ou s'ils veulent attendre à l'an prochain pour des gars comme Harper et puis Machado. Mais, tu sais, à un moment donné, veut pas, là, il y a beaucoup de revenus dans le baseball, mais il en demeure pas moins que c'est celui qui se présente au guichet qui finalement paye les salaires. Puis à un moment donné, s'il ne se fait pas quelque chose, à un moment donné, ça va devenir inaccessible. Alors, c'est pour ça que j'aime ça. Et puis, même ceux qui ont été pénalisés, ils sont pas en peine pareil. Non, pas du tout. Ils sont pas en peine. Mais ce qui est intriguant, c'est de voir des gars comme Alex Cobb, Greg Holland, puis des gars qui n'ont pas encore de contrat, qui ont probablement... Écoute, je vais te donner l'exemple de Holland. C'est qu'on disait qu'au Colorado, on lui a offert une 50aine de millions pour 3 ans. Lui, il ne l'a pas voulu, mais Wade Davis l'a pris. Puis là, soudainement, lui, il n'y a pas de contrat puis pas d'emploi. C'est spécial quand même. Mais oui, lui, il devait être aussi au camp d'entraînement des joueurs autonomes, là, à la quête d'emploi. Pour dire aux équipes qu'on est en forme, qu'on est prêt à signer. Là. Mais tu vois que c'est quand même un peu le monde à l'envers, ça. Tu sais, un agent, un conseiller qui tient un camp d'entraînement pour ses joueurs qui n'ont pas encore obtenu le contrat qu'ils recherchaient. Mm-hmm. Dans certains cas, ils n'ont pas obtenu le contrat qu'ils méritaient. D'autres, on demandait trop. Mais non, moi, je pense qu'en bout de ligne, ça peut pas être mauvais pour le baseball. Oh, puis comme je disais, c'est que quand on utilise le mot collusion et que 2 jours après, Yu Darvish signe pour 126 millions à Chicago, ça perd un petit peu de valeur au niveau de ce que tu viens de mentionner. Oui, puis c'est pour ça que je pense aussi qu'on a mentionné le mot collusion. Mais il n'y aura pas d'histoire devant les tribunaux, je pense pas. Non, je ne penserais pas. L'autre sujet de discussion, Maurice, qui fait jaser, c'est le jeune Ohtani, Shohei Ohtani, qui est le nouveau joueur des Angels d'Anaheim, lanceur qu'on va peut-être utiliser comme joueur de position. Et là, c'est intéressant parce que les gens font des polls, les gens veulent savoir qu'est-ce que Ohtani va donner. Il connaît un camp difficile. On a déjà annoncé qu'on ne l'utiliserait presque pas comme frappeur et comme joueur de position. Et probablement 23-25 départs cette année. Je pense que les Angels veulent s'assurer aussi de faire tomber un petit peu l'attention et l'expression que j'ai en tête, là, c'est le hype là, pour dire qu'autour de lui, on a créé beaucoup d'attentes, mais je pense que du côté des Angels, on veut modérer ces attentes-là. Oui, absolument. Puis c'était très élevé. Là. Oui. À un moment donné, on se demandait si c'était pas un joueur qui venait d'une autre planète, là, tellement on faisait son éloge. Et moi, je te dirais que oui, les Angels, je pense, vont y aller pour faire baisser la fièvre. Mais maintenant, par contre, un gars comme Ohtani coûte pas au baseball majeur ce qu'il coûtait auparavant. Je me souviens qu'il y a des joueurs seulement pour
négocier le contrat, il fallait que tu verses des choses comme 50 ou 60 millions. Tandis que là, les Angels n'ont pas eu à faire ces choses-là parce que les lois, les règlements sont modifiés. Changé, oui, puis c'est beaucoup plus raisonnable. Mais j'ai hâte de voir parce que tu veux pas. C'est un sujet qui fascine. Mais par contre, moi, je ne sais pas. Je vais attendre avant de me prononcer sur ce qu'il va faire. Parce qu'il y a vraiment un mauvais départ, mais d'un autre côté, un mauvais départ dans le camp d'entraînement, mais d'un autre côté, on ne peut pas lui demander non plus de tout virer à l'envers en partant. Non, c'est sûr et certain. Puis des fois, il faut avoir des réserves sur ce qui se passe dans un camp d'entraînement. Mais ça va certainement faire partie des sujets à surveiller en début de saison. On commence, Maurice, avec la division Est de la Ligue nationale. Ça, c'est toujours mon cœur qui fait en sorte que je commence toujours par la division qu'on connaissait le plus à une certaine époque. Les Nationals, les grands favoris dans cette division-là, puis je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais écoute, je vois pas grand monde compétitionner. Qu'on parle de Braves, Phillies, Mets, Marlins, il n'y a pas grand monde compétitionner avec les Nationals. Je partais pour te dire tout seul. C'est carrément ça. Je me dis peut-être les Mets si tout le monde est en santé, mais encore là. Puis c'est rien de fâcheux se produit durant la saison avec les meilleurs joueurs de l'équipe. Mais donner juste un exemple, Cespedes, qui est un de meilleurs frappeurs. Il est souvent blessé à un moment donné. Il a déjà mal au poignet, d'ailleurs. Bon, alors, tu sais, juste là, l'engrenage n'est pas le même. Mais non, mais et Washington, il faut le dire, ils ont une équipe, là, je veux dire, ils sont pleins. Ils sont pleins au couvert. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils sont allés chercher Sean Doolittle l'an passé. Donc, finalement, on dirait qu'en relève, ils se sont trouvés un closer. Et l'arrivée de Dave Martinez comme gérant est quand même intéressante parce que, sans rien enlever à Dusty Baker, un bon gérant de saison régulière, ça a toujours été difficile en série. Même s'ils avaient une bonne équipe et qu'ils ont encore une bonne équipe, je pense qu'ils avaient besoin de ce changement-là. La seule chose qui peut, je te dirais, ça ne peut pas affecter, c'est qu'on voit. Puis d'ailleurs, Bryce Harper a donné une conférence de presse pendant le camp d'entraînement pour spécifier qu'il ne voulait pas parler de l'an prochain. Mais à chaque fois qu'une équipe va jouer contre les Nationals, on va essayer de ramener le sujet, là, parce qu'il devient un joueur autonome à la fin de l'année. Puis c'est probablement le joueur qui va aller chercher le contrat le plus fabuleux de l'histoire du baseball. Alors, des fois, ça peut déranger l'équipe. Mais tu sais, quand je regarde l'alignement, ils sont quand même. Ils ont de bons lanceurs partants. Oui. Avec Scherzer et Strasburg en partant, c'est dur à battre. Puis, si tu regardes les autres positions, au troisième, Randon, Zimmerman, c'est une équipe qui est très bien nantie. Et donc, il ne peut pas... tu sais, quand tu regardes Miami, on a défait l'équipe. Là, je veux dire, s'il gagne 60 matchs, Maurice, ça va être déjà beau. Si Loria avait fait ça, on aurait tiré des fléchettes. Nous autres, les premiers. Mais c'est fascinant parce que les gens pensaient, un nouveau propriétaire va dépenser un petit peu plus d'argent. On a réussi à se débarrasser de quelques contrats, mais je veux dire, même si certains espoirs sont intéressants qu'on a reçus, écoute, ils ne seront pas compétitifs avant un bon bout de temps. Ils ne seront pas compétitifs. Je te dirais, par contre, que Philadelphie peut être, je te dirais pas vraiment dangereux, mais plus intéressant à suivre. Certainement. Parce qu'il y a de bons jeunes joueurs qui commencent à se développer. Alors, je pense que ce ne sera pas l'équipe. Moi, l'an passé, j'étais pas porté à aller voir les sommaires des matchs des Phillies. Tu sais, dans le baseball majeur, il y a toujours, pour moi, en tout cas, 5-6 équipes qui nous attirent moins. Puis je n'allais pas vraiment voir leur sommaire. À moins qu'ils jouent contre une équipe là, qui m'intéressait vraiment. Et cette année, je vais peut-être y aller plus. Là. Puis tu regardes Rhys Hoskins l'an passé, qui a frappé 18 circuits dans le dernier mois et demi. Nick Williams arrive. Et là, avec Arrieta et Carlos Santana, qu'on a signé à gros prix, mais écoute, ça ajoute de la chair autour de l'œuf. C'est ça. Tu sais, les Phillies vont retrouver leur allure d'équipe majeure. Oui. Et puis ce que j'ai hâte de voir aussi, c'est l'arrivée de Gabe Kapler comme gérant. Qu'on dit que c'est la nouvelle génération de gars qui aiment se servir des réseaux sociaux, complètement différent de ce qu'on a connu avec Pete Mackanin, Charlie Manuel et les derniers qui étaient là. Oui, parce que c'était plus la vieille école du baseball. Et puis les Mets, les Phillies, les Marlins. Il reste les Braves. Mais les Braves, ce sera peut-être pas cette année, Maurice, mais ils s'en vont dans la bonne direction. On prépare, je pense qu'on prépare le noyau futur, là, puis on en parlait tous. Ils ont de bons jeunes joueurs, il y a une recrue époustouflante. Ronald Acuna. Et puis, ils ont quand même des jeunes au champ intérieur, là, Albies. Oui, Ozzy Albies. Le joueur d'Areco, ce sont de bons jeunes joueurs. Alors, finalement, je pense que Atlanta va retrouver ses notes de noblesse parce que
en temps normal, Atlanta, c'était quasiment toujours une équipe respectable Ouais. dans le baseball. Puis là, bon, on a changé bien des choses. Mais eux aussi vont être plus intéressants à suivre. Mais les équipes de la Division S vont être intéressantes à suivre, mais ils ne sont pas capables de jouer avec la meilleure équipe. Écoute, Maurice, si on s'en reparle au mois de fin septembre, début octobre, puis les Nationals ne sont pas champions de division, là, c'est parce qu'il s'est passé, c'est soit les blessures ou quelque chose d'anormal, parce que ça va être une grosse déception. Ah oui, absolument. Non, ils sont vraiment favoris. Et- Par contre, je te dis pas que je les vois à Série mondiale. C'est exactement ce que j'allais dire. Mais là, à un moment donné, au mois d'octobre, ça va prendre des résultats. Là, Oui, parce que c'est bien beau, là, fermer ça un peu plus de bonheur que les autres, mais c'est pas... Puis, c'est une équipe, j'ai pas vérifié en masse salariale, mais... Ouais, écoute, c'est assez élevé. Là. Oh, oui, c'est assez élevé. Puis je pense pas que Bryce Harper va retourner là. À moins d'une très grosse surprise. Je suis pas sûr que les Nationals ont les moyens de garder un gars comme Harper. Puis tu l'as mentionné tantôt, ça va être le premier joueur de 40 millions par année, puis peut-être le premier joueur de 400 millions dans un contrat. Mais là. qui va avoir les moyens? Et moi, j'ai pas le choix de croire. On pense toujours aux Cubs, aux Red Sox et aux Yankees, mais encore là, ces équipes-là sont déjà, Oui. au niveau masse salariale, c'est assez élevé. Là. Tu sais, tu regardes les Yankees, là, avec juste Stanton, l'acquisition, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Puis, ils ont des jeunes joueurs qui ne sont pas encore admissibles à la liberté, là, comme on dit. Mais tu sais, des joueurs comme Sanchez puis Judge, là, va falloir les payer tout à l'heure. Ils vont Alors, c'est pour passer à ça la caisse, que... ouais. Je sais pas, mais... Les Dodgers, peut-être, qui ont beaucoup d'argent. oui. Mais Mais les Dodgers, quand même, ont beaucoup d'argent, mais ils en ont gaspillé aussi. Ah, ben oui, oui. Puis, je veux dire, on fait des transactions aussi aujourd'hui pour essayer de se débarrasser de quelques contrats, mais pas facile. Mais regarde un peu ce que les Marlins, avec Shen, le lanceur qu'ils avaient signé, ça, c'est un contrat qu'ils ont été incapables de se débarrasser parce que ça avait été une très mauvaise signature. Mais à un moment donné, il y a certains contrats comme Stanton, parce que le joueur est bon, on est capable. Ouais. Puis des fois, c'est un petit peu plus mais compliqué. Mais tu sais, il y a beaucoup de mauvaises signatures dans le baseball qui te privent par la suite de bonnes signatures. Alors, c'est pour ça que je me demande qui va avoir les moyens. Il y a sûrement quelqu'un qui va l'embaucher, là, parce qu'un joueur de ce calibre-là. Mais tu vas rire, là. Puis moi, c'est un joueur qui me fait pas tant triper que ça. Ben, il y a un côté attitude, je pense. Oui, mais tu sais, c'est un bon joueur. La seule chose, c'est qu'il porte le numéro 34 parce que 3 plus 4, ça fait 7 de mon idole Mickey Mantle. mais c'est ce qu'il a dit aussi. Ah, mais c'est bon, ça. Mais c'est pas le joueur de baseball qui me fait le plus triper. Mais c'est tout un joueur. Oui, c'est tout un joueur. C'est un joueur complet. Puis, écoute, il a commencé jeune. Puis, il a été blessé, par contre. Ouais. Mais, il a mis les chiffres sur le tableau. Dans la division centrale, Maurice, je pense que les Cubs sont encore favoris, mais les Cards ont fait quelques belles acquisitions. Les Brewers s'en viennent. Et pour ce qui est des Pirates puis les Reds, là, je pense qu'on est plus dans les bas-fonds, mais je pense que les Cubs vont avoir de la compétition. Là. Absolument. Je pense que Saint-Louis, quand même, là, année après année, c'est une équipe qui donne un bon rendement. Ouais. C'est sûr qu'ils n'ont pas toujours été dans les séries. Mais depuis le départ d'Albert Pujols, ils n'ont pas manqué les séries. Non, ils ne s'ennuient pas de lui. Souvent. Et puis, moi, je fais souvent référence au propriétaire des Cards de Saint-Louis, que je connais, François, et il était propriétaire des Stingers de Cincinnati dans la Ligue l'Association mondiale, et il avait signé mon frère. Alors, quand j'arrivais à Cincinnati, il m'invitait dans sa loge, j'allais luncher avec. Mais mon frère est pas allé à Cincinnati, il est resté à Chicago. Je ne suis pas retourné dans la loge. Mais c'est un homme qui est extrêmement riche. C'était la personne qui contribuait le plus à la caisse électorale de l'ancien président là, avant M. Clinton, le Bush. Barack Obama. Bush. OK. Alors, c'était... mais c'est... Et puis, de la façon, là, qui se comportait, c'était pas le genre à tirer son argent par les fenêtres. Mais il fait encore ça. Il a une bonne gestion de son équipe de baseball. Puis écoute, on a amené Marcell Ozuna, qui était en Floride, qui est une très bonne acquisition. Et j'ai hâte de voir, parce que là, on a un peu tourné la page sur Randall Grichuk, qu'on a échangé à Toronto, Stephen Piscotty, qu'on a échangé à Oakland. Alors, on semble vouloir tourner la page sur quelques espoirs qui ne se sont pas développés. Mais l'an passé, les Paul DeJong, Tommy Pham, et là, on dirait qu'il y a une nouvelle génération qui vient entourer les vétérans qui sont là. Oui, puis cette nouvelle génération-là, si tu ne suis pas attentivement le baseball, tu te demandes d'où ils viennent. Mais Saint-Louis, c'est une organisation qui laisse ses joueurs dans les mineurs plus longtemps que les autres. Qui les développe très bien. Oui, ils développent très bien, puis on les laisse là plus longtemps. Alors, c'est pour ça que je pense qu'ils vont être
ils vont être parmi les sérieux rivaux pour les Cubs avec les Brewers. Écoute, les Brewers sont allés chercher Yelich et puis Lorenzo Kane. La question, c'est sur la butte. Est-ce qu'ils ont les bras nécessaires pour rivaliser avec les meilleurs? Mais ils ont 2 bons partants. Oui, il y a quand même. Mais il y a quand même, comment il s'appelle? Nelson est blessé. Hein, Jimmy Nelson est blessé, mais tu as des gars comme Chase Anderson, comme Zach Davis. Mais il te manque un as. C'est ça qui te manque. Puis le closer est pas mal aussi. Je vérifiais. Corey Knebel, 39 sauvetages l'an passé. Je pense que ça va être une belle lutte à 3. Mais il ne faut pas t'oublier que les Cubs, par contre, ils ont quand même plusieurs bons joueurs. Puis des joueurs qui sont pas rendus à bout d'âge. Là. Non. Ils sont encore dans leur développement. Alors, ça va faire une belle lutte pour ces 3 équipes-là. Puis, je disais dans le cas des Cubs que c'est sûr qu'à un moment donné, la filiale commence à être un petit peu plus à sec. Là, parce que là, tu as échangé, je te donne des exemples, mais Jorge Soler, le jeune Candelario qu'on a échangé à Détroit pour Justin Wilson. Torres avec les Yankees. Exactement. Donc, tu sais, on a échangé plein de jeunes joueurs, mais la base est là quand même pour que tu puisses gagner. Puis la base est là, puis la base est jeune. Tu sais, des gars comme Baz, Schwarber, Russell, Bryant, et compagnie. Je veux dire, c'est des jeunes joueurs qui ont déjà, la majorité, fait leurs preuves, puis normalement devraient aller en s'améliorant. Par contre, je te dirais que moi, j'aime pas l'acquisition de Darvish. Aurais-tu pris Arrieta avant Darvish? Peut-être pas, mais moi, Darvish... je sais pas. C'est-tu parce que j'ai écouté les mauvais matchs? T'as écouté les matchs de série, J'ai écouté les matchs de série, puis il m'a jamais soulevé de mon siège. Puis même, parfois, il a désappointé. Mais il en a pas moins que c'est un lanceur d'un calibre supérieur. Oui, c'était un gars, je pense, de 15 victoires, certainement en saison régulière. Mais écoute, en série, l'an passé, ça a été difficile avec les Dodgers. Rappelle-toi avec les Rangers du Texas, comment les Blue Jays lui avaient fait la vie dure. Puis c'est cette réputation-là à 126 millions que les Cubs espèrent qu'on va être capable d'oublier. Oui, mais par contre, les Cubs aussi, sa masse salariale, c'est quand même pas l'équipe qui est la plus élevée. Là. Non, mais tu dépenses quand même de l'argent peut-être pour certains joueurs plus ou moins de utiles. Contrat douteux. Là. Mais... Jason Hayward étant toujours le premier au-dessus de la liste. Mon favori. Puis, juste un petit mot sur les Pirates, parce qu'évidemment, les Pirates ont été critiqués par les partisans. On a échangé Andrew McCutchen, on a échangé Garrett Cole. Mais il faut mentionner une chose, c'est que les Pirates ont réussi à obtenir Dickerson des Rays, qui a à peu près les mêmes chiffres que McCutchen. Et dans la transaction Garrett Cole, tu obtiens un Joe Musgrove, un Colin Moran qui est un bon espoir. Les Pirates font un peu ce que les Expos faisaient à une certaine époque, des transactions qui ne sont pas populaires, mais je pense qu'on n'a quand même pas fait des mauvais coups. Oui, puis je pense que Moran devrait être le 3e but pour débuter la saison. Ouais. Il n'y avait pas de place pour lui à Houston. Et puis, tu sais, Marte va être là pour toute la saison cette lui année. Qui était suspendu. Il ne ratera pas la moitié de la saison. Puis je te dirais que Cincinnati, je regarde l'alignement, c'est une équipe qui va avoir de la puissance au bâton. Oh, oui. Je regardais l'alignement, là. Mais, tu sais, il manque trop de choses ailleurs, là. Mais ça peut être... Tu sais, c'est une division qui va être beaucoup plus compétitive que l'Est. Parce qu'il y a beaucoup plus d'aspirants à la première position. Et puis, les équipes plus faibles, je pense, vont être capables de donner une meilleure opposition que les équipes les plus faibles de la division Est. Mais justement, parlant de division compétitive, je regarde ce qui se passe dans l'Ouest de la Ligue nationale. Évidemment, tout le monde sait que les Dodgers vont être bons. Les Diamondbacks devraient être bons également. Mais c'est les Giants qui restent le point d'interrogation parce que après une saison de 98 défaites, Bumgarner revient en santé, McCutchen est ton voltigeur de centre, Longoria est rendu au 3e. Évidemment, tu t'es pas rajeuni, mais je pense qu'on se dit avec Bruce Bochy et ces gars-là, on se donne peut-être une fenêtre d'une année ou deux encore pour gagner notre série mondiale. Ah oui, mais même cette année, ils vont être des adversaires redoutables. Je pense pas qu'ils délogent les Dodgers. Mais ça sera pas. C'est quoi, combien de défaites l'année passée? 98, si ma mémoire est bonne. Je te dis, pas loin de 100. Ah, oui. Ça ne sera pas le cas cette année. Non. Ça va être une équipe qui, d'après moi, peut jouer un peu au-dessus de 500. Là, pas assez pour menacer les Dodgers, comme je te le mentionnais. Mais ça va être beaucoup plus intéressant. Puis tu regardes cette équipe-là, puis je te parlais des Dodgers, mais je parle des Diamondbacks, puis il y a les Rockies qui sont compétitifs aussi. Les Rockies ont, peut-être sur la butte, ont quelques points d'interrogation, mais ils ont un des meilleurs alignements du baseball majeur. À part les Padres, on ne peut pas effacer personne dans cette division-là. Absolument. Puis même les Rockies, même s'ils étaient forts sur la butte,
Au Colorado, même si t'es fort sur la butte, des fois, ça donne rien. Mais t'as une équipe de frappeurs. Ouais. Ah oui. Tu sais, puis des joueurs que... Tu sais, des gars comme les Mailloux, puis ces gars-là, là, de bons joueurs. Même Gonzalez s'est retourné là. Trevor Story est en santé OK. pour jouer à l'arrêt-court. Alors, non, ça va être... on va dire, il va y avoir des pétarades encore au Colorado, là. C'est une autre division que... C'est une autre division qui va donner du baseball assez palpitant. Puis j'ai hâte de voir pour les Diamondbacks, Maurice, parce que Zach Greinke a un camp difficile, perdu de la vélocité sur ses tirs. Évidemment, JD Martinez a signé avec les Red Sox. Il veut pas cette équipe-là peut-être déjouer un peu les pronostics l'an passé, mais je suis pas convaincu que ça va se poursuivre, ces succès-là. Non, je pense pas moi non plus. C'est pas... tu sais, puis j'ai surveillé quelques matchs au camp d'entraînement, j'ai suivi ça attentivement. Puis tu sais, évidemment, on peut toujours se tromper, mais j'ai rien vu, tu sais, pour me garder sur le bout de ma chaise. Là. Et juste pour terminer sur cette division-là, qu'est-ce que tu penses de la signature de Eric Hosmer avec les Padres? C'est quand même particulier dans le contexte, mais on lui donne quoi, 144 millions pour 7-8 ans? Est-ce que ça te surprend? Bien, ça me surprend de la façon dont on a fonctionné cette année pour les contrats. Mais d'un autre côté, je te dirais que c'est peut-être un des rares qui est allé chercher pas mal ce qu'il voulait. C'est un des Parce qu'il est rares. un petit peu plus jeune, fin vingtaine. Là. C'est un bon joueur de baseball. Mais moi, je trouve que c'est un joueur de premier but. Puis à moins que je fasse fausse route, je pense qu'il n'y a peut-être pas la puissance nécessaire pour être la grande vedette qu'on veut, qu'on voudrait avoir. Mais c'est un bon joueur. Oui, c'est un bon joueur. Mais dans un stade où la balle ne voyage pas beaucoup non plus à San Diego. Il n'en fera pas 40. Non, je ne penserai pas moi non plus. On regarde dans la Ligue américaine maintenant, Maurice, on va regarder la division Est de la Ligue américaine, puis on va s'y attarder évidemment un petit peu plus parce que les Blue Jays y sont, mais également les Red Sox et les Yankees. Si je te disais, Maurice, entre les Red Sox et les Yankees, je te demande aujourd'hui de qui va terminer au premier rang de la division Est. As-tu un favori entre ces deux équipes-là, qui sont les grandes équipes favorites de la division Est? J'espère que François Raté ne m'entendra pas, mais je vais prendre les Yankees. Ben moi aussi. Pas par une grande marge. Non, mais... par un peu ce que cette équipe-là est devenue. Par contre, je te dirais, moi, que la nomination du gérant Aaron Boone m'a surpris un peu. Ouais. Je me dis, tu sais, je veux dire, une équipe comme ça, avec, tu sais, toute la... Comment je te dirais? La pression qu'il y a à New York, la couverture médiatique, j'aurais pensé qu'on fasse appel à quelqu'un de plus d'expérience. Mais en tout cas, ça peut être un coup de génie, là. Mais cette nomination-là me laisse un... Mais pour ce qui concerne les joueurs sur le terrain, écoute, cette équipe-là ne peut pas te laisser indifférent, là. Tu vas avoir 2 frappeurs de 50 circuits. Quoique, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je ne suis pas sûr que George va en frapper 55. Moi non plus. Dans ce bout-là. Mais Stanton, c'est beaucoup plus plausible. Mais c'est parce qu'après ces 2 joueurs-là, tu as des gars comme le receveur, Sanchez, le joueur d'arrêt-court, Gregorius. C'est un joueur mésestimé, ça. Oui. Un bon joueur d'arrêt-court qui a frappé 25 coups de circuit. Et il a manqué un mois en plus. Il a manqué un mois. Alors, puis je pense que leur joueur de premier but là, semble en tout cas en bonne santé. Greg Bird, ça peut être un élément intéressant. Alors, sur le terrain, et puis quand même, au monticule, les Yankees, ils ont quand même des bons partants, là. Puis à la relève, La relève, si c'est pas la meilleure du baseball majeur, c'est une des 3 meilleures. Si t'es en arrière après sa manche, va-t'en dans le vestiaire tout de suite. Tu vas prendre ta douche tout de suite. Robertson, Betances, Chapman. C'est fini, là. Non, c'est ça. Puis l'acquisition de Sonny Gray en fin de saison dernière, qui vient appuyer Severino et Tanaka. Là, c'est là peut-être que tu te démarques un petit peu des Red Sox dans la profondeur que tu as au monticule. Ils ont signé Sabathia pour une année. Hein? Oui, puis probablement que Jordan Montgomery, jeune gaucher qui va être le 5e partant, ça, il n'y a pas de problème, tant qu'il n'y a pas de blessés. Par contre, les Red Sox vont leur livrer une bonne lutte. Ouais. Et puis, moi, je te dirais aussi, moi, l'acquisition de J.D. Martinez non plus me fait pas triper. Non? Non, je sais pas pourquoi, j'ai quelques doutes. Ben écoute, il faut jamais oublier qu'à la base, lorsqu'il était avec les Astros, J.D. Martinez avait été libéré parce qu'on ne croyait pas à son potentiel. Puis là, soudainement, à Détroit, ça a débloqué. Puis l'an passé, ça a été la meilleure saison de sa carrière. Mais moi, je pense, oui, la saison de l'an passé. Puis je regardais les chiffres avec le nombre d'apparitions au bâton. C'est beaucoup de circuits. Oui. Puis moi, je me dis, j'aime mieux, moi, un gars qui a quand même une feuille de route un peu plus garnie, là, tu sais, sur une période un peu plus longue.
Mais les Red Sox avaient besoin d'un frappeur désigné. Ça. Mais pour le reste, les Red Sox, là, c'est une bonne équipe dans le champ intérieur, au champ extérieur également. Et David Price en santé va aider les Red Sox énormément. Mais il va-tu l'être? Oui, il souhaitait, mais pour le moment, il l'est. Oui, puis on Sale, Chris Sale, je veux dire, c'est un bon an, mal an, lui, je veux dire, il n'y a pas de problème. C'est un des 3 meilleurs closers. Puis tu as évidemment, excuse-moi, mais Kimbrel, un des 3 meilleurs closers. Puis là, tu te dis, il reste toujours qu'il faut que tu te rendes jusque-là. Il y a des points d'interrogation. Un changement de gérant, là aussi, avec Cora qui est rendu là. C'est quand même les 2 meilleures équipes de la division Est qui ont changé de gérant. Et puis si je ne me trompe pas, là, puis on me réprimandera, là, il y a quelques années, Joey Cora avait appelé pour coacher des équipes dans la Ligue Can-Am, et je pense qu'il avait même appelé les Capitales. Ah, pour offrir ses services. Oui, pour offrir. Mais ça remonte, ça, je te dirais, à quelque chose comme 6-7 ans. Là. Okay. Je pense qu'il venait de finir sa carrière comme joueur réserviste dans le baseball majeur, puis il n'y avait pas de travail, mais on ne fera pas de manchette avec ça, là, mais je pense que c'est ça, François. Alors, lui, évidemment... Puis Boston, c'est pas une place beaucoup plus facile à gérer qu'à New York. Là. Alors, autant à New York qu'à Boston, on a 2 gérants qui en sont leur première année. Alors, ça va être intéressant. Et surtout les deux avec des attentes qui sont très élevées. Les attentes sont élevées, puis en raison de la rivalité qu'il y a entre les deux équipes, entre les deux villes, entre les amateurs de baseball de ce coin-là, je veux dire, ils vont trouver que l'été... je suis convaincu que ces gens-là ne prendront pas de poids pendant la prochaine saison de baseball. Qu'est-ce que tu penses des Blue Jays, Maurice? Est-ce que tu es d'accord pour dire que pour le titre de la division Est, ça risque d'être difficile, mais est-ce que tu les vois au moins compétitionner pour le meilleur 3e? Je pense que oui. Je te dirais qu'ils ont pris la direction de joueurs... pas dispendieux, mais qui peuvent peut-être t'aider. Comme je regarde le joueur de 3e but, c'est Solarte. Le Cubain au champ intérieur, ça prend des réservistes au champ intérieur à Toronto parce que le 2e but est tout le temps blessé. Là, tu parles d'Aledmys Diaz, qui a eu une très bonne saison avec les Cards il y a 2 ans. Puis à l'Areco, Toulo, il n'est jamais là. Puis Donaldson aussi, quand même, un peu fragile. Alors, je pense qu'on est allé chercher des appuis pour les joueurs en place. Mais moi, je te dirais que contrairement à plusieurs, je n'haïs pas Baltimore. Ouais, ben, écoute, ça reste de la même recette. On va marquer des points, mais on va en donner beaucoup. D'ailleurs, moi, je pense que je regarde leur équipe. Puis quand je te parle d'équipe dont je vais consulter les sommaires, là, Baltimore est toujours parmi les premières. Parce que j'aime bien Machado. C'est une équipe qui est allée chercher des joueurs. À un moment donné, on a réussi à colmater des brèches. Et puis, il pousse encore quelques jeunes. Comme tu le mentionnes, c'est au monticule, là, surtout avec la blessure du closer, Zach Britton. Mais là, on est allé, on a quoi? On a, Dylan Bundy et puis... Kevin Gausman. Mais on est allé chercher quoi? Andrew Kashner? Oui, puis je pense que c'est-tu Gallardo qu'on est allé chercher, tu sais, un peu des vétérans pour... Oui, c'est ça, je pense que... Mais le problème est un peu là. Il va y avoir du 9-8. Là. Il y a des matchs qui vont finir 9-8. Et puis d'ailleurs, tu as mentionné tantôt, dans le cas des Nationals, tu sais, des fois, on paye pour les mauvais contrats. Ce que tu as donné à Chris Davis, ce que tu as donné à Mark Trumbo, va probablement faire en sorte que Machado ne pourra pas rester. Ah non, je regardais... Les deux gagnent plus que 30 millions chaque. Puis, tu sais, c'est des gars, c'est des moulins à vent. Ça n'a pas de bon sens. C'est des retraits au bâton. Puis, tu sais, des retraits, ce que tu appelles pas des retraits non productifs, là. Tu sais, Chris Davis, là, et c'est pratiquement des... S'il joue une saison complète, c'est pas loin de 200 retraits. Certain. Puis Trumbo, c'est dans le 150. Ouais. Ça fait que... Puis l'an passé, les chiffres n'étaient pas là, en plus. Ah non, ils n'étaient pas là pour ces deux joueurs-là. Par contre, ils ont développé quand même un joueur de 2e but. Jonathan Scott. Oui, puis très bonne saison. Oui. Le petit voltigeur, premier but, le Mancini. Tu sais, ils ont réussi à... Mais moi, je pense que ces deux joueurs-là qu'on vient de mentionner vont les handicaper pendant plusieurs années. Puis ils te restent dans la division les Rays qui, à l'instar un peu des Marlins, ont fait le grand ménage. La question est de savoir quand est-ce que Chris Archer va partir, parce qu'on est rendu à peu près là chez les Rays. Surtout qu'on avait espoir que quelques jeunes prennent leur place. Mais là, Honeywell et De Leon, 2 lanceurs partants, opération Tommy John. Mais sais-tu quoi? Ils vont faire comme ils ont toujours fait.
ils ne seront pas dans le haut du classement, mais ils vont s'en tirer pas pire, puis ils vont aller chercher le part de victoire. C'est ce que j'ai toujours un peu... Hey, puis cette équipe-là, là, c'est bien pire que les Expos à l'époque. Je pense que oui. À un moment donné, on ne met pas à peu près personne sous contrat pour à long terme. Puis on revient l'année suivante avec de nouveaux éléments. Puis, tu sais, c'est quand... Évidemment, c'est pas assez pour attirer les spectateurs, là, on s'entend là-dessus. Mais ils donnent toujours quand même une bonne lutte. Puis c'est une équipe que je déteste pas, mais c'est évidemment... Là, pas dans la même classe que celle qu'on a mentionnée précédemment. Non, ça c'est ça. Tu peux pas jouer avec les Yankees et les Red Sox avec cette philosophie-là. Je pense que 2 joueurs des Yankees gagnent plus d'argent que la masse salariale de la balle des Ça donne Rays. Une bonne indication. Oui, des Rays. Et ce que j'ai hâte de voir, Maurice, également, c'est que les Rays ont parlé de la possibilité d'y aller avec une rotation de 4 partants, ce qu'on n'a pas vu, écoute, depuis des lunes, en se disant peut-être qu'une fois ou 2 semaines, ce serait un comité de releveurs qui viendrait boucher le trou. Mais c'est une façon de voir les choses qui est très différente, mais qui pourrait peut-être changer un peu la façon de faire de certaines équipes. Oui, absolument. Puis, je ne sais pas si le baseball majeur, à un moment donné, si en vient un peu à la même politique que le hockey, d'augmenter la journée de congé, et puis, mais avec 162 matchs, c'est plus difficile. Mais comme tu le mentionnes, ça peut modifier des habitudes. Mais c'est la bonne place pour faire ça. De toute façon, il n'y a pas de monde qui va le voir. Division centrale de la Ligue américaine, c'est une division où les Tigers, les White Sox, les Royals ne seront probablement pas compétitifs, où les Indiens sont les grands favoris, mais il y a les Twins qui ont bien profité du marché d'agents libres qui était très lent en signant Logan Morrison pour 1 an, Lance Lynn pour 1 an. On est allé chercher de la profondeur, Addison Reed et Fernando Rodney comme releveur. Ça ne nous a pas coûté trop cher et on a ajouté de la chair autour de l'os parce qu'ils n'avaient quand même pas un mauvais club, les Twins l'an passé. Oui, un bon noyau. Et puis, il y a quelques vétérans là-dedans, mais il y a de bons jeunes joueurs aussi qui... Tu sais, je regarde des gars comme Rosario, Buxton, ces gars-là. Et puis, je pense qu'ils sont bien dirigés aussi par Paul Molitor. Je te dirais, moi, les Twins vont chauffer les fesses des Indiennes. Ouais. Parce que... il y a plusieurs joueurs qui sont sur la montée. Et puis, comme tu le mentionnes, on a vraiment bouché les trous sans mettre la rentabilité de l'équipe en danger. Non, puis écoute, si ça ne marche pas pour Lance Lynn, Morrison, c'est des contrats d'1 an. Les gars vont partir à la fin de la saison. Mais dans le cas des Indiens, est-ce qu'il y a un petit peu plus de pression? Parce que là, on avait perdu en Série mondiale il y a 2 ans. L'an passé, c'était une très grosse déception de perdre une avance de 2-0 contre les Yankees. On a encore une très bonne équipe, mais je pense qu'on veut aller jusqu'au bout. Sinon, ce ne sera pas une saison qui va être ce qu'on avait comme attente en début d'année. Tu sais, tu peux pas te contenter de répéter ce que tu as fait dans les dernières années parce que, je veux dire, tu n'es pas allé au but ultime. Alors, c'est pour ça qu'il va y avoir de la pression. Par contre, ils ont probablement le gérant pour gérer ça. Oui. Il a connu Boston. Il a connu Boston, il a connu la rivalité, puis, tu sais, ça n'a pas l'air d'un grand nerveux non plus. Ils ont le gars parfait. Par contre, je te dirais aussi que Minnesota, avec Molitor, ont également un autre gérant là, qui cadre bien avec la montée de cette équipe-là. Mais la grosse affaire, c'est qu'il y a des équipes qui, comme tu le mentionnes, qui sont vraiment pas là, Détroit. Là. Je te dirais que Kansas City a été dépouillé, mais on a gardé Moustakas. Puis l'ancien Cubs, un gros camp d'entraînement. Jorge Soler. Enfin, il va sortir de sa coquille. Les Cubs l'avaient changé pour Wade Davis l'an passé, 1 pour 1. Oui, ça n'avait pas été une bonne transaction pour Kansas City. Puis on dit que je regardais les projections des alignements débutants, puis on le met comme frappeur désigné. Là. En tout cas, évidemment, avec les joueurs qui sont partis, ça ouvre des portes. Là. Mais Kansas City, je pense que ce ne sera pas désastreux comme certains prévoyaient, mais ils ne sont pas capables de jouer avec les 2 autres. Impossible. Non. Mais le club le plus intéressant dans les 3 dont on parlait, ce sont les White Sox. Parce que les White Sox ont fait des bonnes transactions. Évidemment, Chris Sale a amené Moncada et Kopech, 2 bons espoirs. Louis Robert, qu'on avait vu au qui stade, est blessé. Qui s'est blessé un pouce en volant un but, qui avait un très bon camp. Mais il y a plusieurs bons espoirs. Ce ne sera pas cette année qu'ils vont jouer dans les majeurs pour la plupart, mais au moins...
il y a de l'espoir que d'ici 2 à 3 ans, ça va être un très bon jeune club. Là. Oui, ça va être un bon jeune club, mais à la condition, par contre, tu sais, je veux dire, il y a toujours un peu le mystère qui entoure les espoirs. Ah, ben oui. Puis, tu sais, je regarde aller Moncada. Ça fait quand même un petit bout de temps qu'on en parle, puis ça n'a pas démarré comme on prévoyait, là. Puis là, ben, Louis Robert, lui, il est très jeune, il a 20 ans, puis il a été blessé, il a le temps de... Il a le temps de se développer. Puis tout ça, on était chercher des lanceurs aussi dans l'organisation des Nationals. Ouais. Lopez. Et puis un autre, je me souviens bien. Ah, c'était Giolito. Oui, Giolito. Alors, tu sais, il reste quelques valeurs sûres comme le premier but à Briou. Mais à part ça, cette année, mais comme tu le mentionnes, il y a de l'espoir. Faudra cependant que ces jeunes-là là, se développent comme... Ils sont allés chercher aussi, je pense, un lanceur dans l'organisation des Red Sox qui lance... Kopech qui lance 100 000 à l'heure, mais qu'on a besoin... Un espèce de Randy Johnson, de grand lanceur qu'on veut... tu veux travailler dessus parce qu'il lance pas assez de prises, mais il lance des balles de feu. Tu lances fort, mais là, un petit peu plus sur le petit morceau blanc. Ça aide. Ça aide beaucoup. Mais ils ont quand même... ils ont changé de philosophie parce que à l'occasion, dans le passé, les Red Sox faisaient des mises sous contrat de joueurs qui avaient de bonnes réputations, mais qui ne livraient pas toujours la marchandise. Alors, c'est une équipe qui est sur la montée, mais dans le moment, ils ne se rendront pas aux Indians puis aux Twins. Et juste une petite parenthèse, parce qu'on a parlé de Louis Robert, il y a le jeune voltigeur Martinez aussi qui jouait avec les Aigles, qui lui a signé avec les Rangers du Texas pour 2,8 millions. Es-tu surpris? Parce que, écoute, je veux pas... Mais il ne pouvait pas signer plus. Non, mais je veux dire, l'intérêt était beaucoup plus grand que ce que j'aurais pu croire. Mais en même temps, Maurice, je me dis, nous, quand on l'a vu venir jouer avec les Aigles, très jeune, il aurait pu jouer au baseball junior avec son âge, donc c'est certain qu'il y a certains soirs, tu affrontes des bons lanceurs, tu parais moins bien, mais je pensais pas qu'il y aurait autant d'intérêt pour lui. Non, il y a eu beaucoup d'intérêt, et puis... mais d'ailleurs, ça, là, pour moi, c'est le plus grand mystère cubain. J'ai jamais compris pourquoi les dirigeants cubains le laissaient venir jouer en Amérique du Nord, comme ils le font avec plusieurs joueurs des capitales, mais des joueurs qui ont atteint un âge qui n'intéresse plus vraiment le baseball majeur. Puis lui, on a même forcé la note. Si, normalement, la première destination, c'était les capitales. Puis finalement, l'alignement était fait de façon à ce qu'on ne voulait pas changer notre alignement. Alors, il est allé à Trois-Rivières. Mais j'ai jamais compris pourquoi on avait autant insisté. Parce qu'on se le disait ici dans le bureau, François, c'est sûr qu'il va prendre la poudre d'escampette. Il y avait toutes les lumières rouges d'allumées. Oui. Les critères que tu as mentionnés. Puis l'autre chose qu'on disait souvent, c'est que les joueurs qui viennent à Québec ont des familles, des enfants. Et là, évidemment, si tu décides à un moment donné de faire défection, tu ne sais pas ce que l'avenir te réserve, puis tu vas revoir ces gens-là très bientôt. Oui, puis moi, je pense que c'est un jeune qui a de belles qualités, là. Et puis, évidemment, l'avenir nous le dira, mais il peut faire quelque chose. Puis c'est intéressant parce qu'on l'a vu jouer et tout ça. Mais moi, pour moi, j'ai jamais compris l'attitude du baseball cubain dans ce dossier-là. C'est intéressant. Maurice, il nous reste la division ouest de la Ligue américaine. Évidemment, les champions en titre sont là, les Astros de Houston, qui non seulement sont encore bons, mais je pense qu'ils sont encore meilleurs que l'an passé avec l'arrivée de Garrett Cole, avec Justin Verlander qui va être là toute la saison. Il n'y a personne qui voit les Astros perdre leur titre dans la division ouest. Absolument pas. Je veux dire, puis t'as beau dire que les autres équipes vont essayer, ils n'ont pratiquement pas de faiblesse. Non. Puis ils sont, je veux dire, ils ont tout gagné. Puis d'après moi, ils sont plus forts qu'ils étaient. Verlander va être là au début de l'année. Quand tu parles de Cole, notre ami Gurriel est blessé. Ouais, mais on va rater le début de la saison. Par contre, ils ont d'autres joueurs. Puis sais-tu quoi? Les Astros ont des jeunes joueurs dans leur filiale qui ont été bloqués par le talent en place. Ouais. Mais tu sais, moi, je pense que si t'arrives une malchance avec un régulier, il y a des jeunes qui sont capables de prendre la relève. Alors, non, eux autres, c'est mur à mur. Là. Puis moi, jusqu'au bout. Encore? Ah oui. On répète. Moi, je pense qu'ils vont se rendre sûrement jusqu'en finale là, de la Ligue américaine. Et en tout cas, il va être très dur à battre. Puis on a parlé tantôt de Colin Moran, c'est le plus bel exemple. Il ne peut pas jouer au troisième, Bregman est là. Il ne peut pas jouer à l'arrêt-court, Correa est là. Et au deuxième, Altuve. Alors tu dis, écoute, Gurriel joue au premier, puis là, il faut que tu aies un frappeur de choix. Ils ont 2 receveurs de qualité. Impossible. Ah non, impossible. Et puis,
évidemment, mais c'est une équipe qui... C'est un peu normal maintenant qu'on célèbre puis qu'on fête, qu'on festoie, parce que, tu sais, ils ont été pourris longtemps. Oui. Ils ont payé le prix. Là, ils ont payé le prix pour se rendre là. Puis dans cette division-là, ben, tu as l'autre équipe du Texas, les Rangers. Qui ont perdu Darvish, évidemment, l'an passant, l'échangeant, mais qui n'ont pas beaucoup de profondeur. Non, c'est pas une mauvaise équipe, là. Mais dirais-tu que c'est une bonne équipe, point? C'est un club de 500. C'est ça. Moi, je pense que les Angels ont des chances de finir deuxième. Tu sais, ils sont amenés des gars comme Zach Cozart puis un peu de profondeur. Évidemment, on verra ce qu'Ohtani va leur donner. Mais pour moi, c'est presque le deuxième meilleur club parce que Seattle, Texas, ça se ressemble un peu. On tourne en rond. Puis ben, les Aces d'Oakland, ben, on est encore dans la reconstruction ou presque. Oui, puis ça fait un petit bout de temps aussi. Oui, puis ça va moins bien. Oui, mais on dirait que depuis une couple d'années, quand un ou deux joueurs qui émergent du groupe, ils partent. Puis, tu sais, c'est pas la philosophie des années antérieures. Là. Mais oui, mais moi, les Angels, par contre, des équipes de Los Angeles, là, c'est celle que je déteste le plus. Ah oui? Ah oui. Moi, je ne sais pas pourquoi. C'est pas Mike Scioscia? Non, pas du tout. Non, mais je trouve que, tu sais, c'est une équipe qui, souvent, par contre, année après année, on mise dessus. Ouais. Tu sais. Et puis, est-ce que depuis l'acquisition de Pujols, est-ce que ça valait la peine de verser tout cet argent-là pour Pujols? Oh, la réponse, c'est non. Parce que Pujols, maintenant, il est un peu sur la pente descendante. Là. Puis il reste encore quelques années à son contrat. Oui, absolument. Par contre, tu sais, ils ont un fichu de beau joueur avec Mike Trout. Là. Ça, là-dessus, on ne se trompe pas. Mais puis c'est une équipe aussi dont, des fois, j'ai de la misère à évaluer les lanceurs. Je ne sais pas pourquoi, là. Je regarde, puis je suis ça, puis je dis, ben écoute, non, il me semble qu'il est meilleur que ça. Puis j'ai un peu de misère avec leur personnel de lanceur. Oh oui, puis c'est un des problèmes parce que là, ils vont revoir Garrett Richards en santé, mais pas beaucoup de profondeur. C'est assez limité. Puis il reste, Maurice, les Mariners, parce que les Mariners, depuis 3 ans, c'est l'équipe qui effectue le plus de transactions. Oui. Mais ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes bonnes, ces transactions-là. Là, on est allé chercher Dee Gordon, qui va jouer au champ centre. On aurait bien aimé amener Ohtani. Eux, c'était un de leurs objectifs. Mais là, écoute, là, tu dis, est-ce qu'un jeune comme James Paxton, le Canadien qui lance bien, mais Félix Hernandez vieillit, il manque un petit quelque chose. On dirait que c'est un club qui est voué à terminer au milieu du classement. Oui, tu sais, je veux dire, après le joueur de deuxième but, l'ancien des Yankees, Cano. Robinson Cano, puis le frappeur désigné Nelson Cruz, là. Tu sais, ça baisse, là. Le calibre baisse, là. Le troisième but n'est pas mauvais, là. Seager, oui, le frère de l'autre. Le frère de l'autre, mais je pense que le plus jeune est meilleur. Oh oui, Corey est meilleur que Carl, puis je pense que le grand frère le sait aussi. Oui, il le sait. Alors, non, c'est une équipe qui, tu sais, à un moment donné, tu dis, ben, ont également couru, là. Mais c'est incroyable le nombre de transactions de... C'est Jerry Dipoto, je pense, qui est rendu là. Mais c'est l'ancien des Angels, hein? Oui, c'est ça. Qui s'était chicané un peu avec le propriétaire. Finalement, on l'a laissé aller et abouti dans la même division. Puis je comprends à un moment donné que tu veux changer les pièces du casse-tête, mais c'est difficile, Maurice, d'établir une espèce de chimie quand il y a autant de changements durant une saison puis durant l'entre-saison. Non, puis aussi, c'est une équipe qui m'a souvent donné l'impression, à un moment donné, qu'après après une certaine partie de la saison, ben on écoule le temps là, pour se rendre jusqu'au bout, puis tu sais, sans vraiment que ce soit plus excitant que ça. Là. Fait qu'une des rares équipes à ne jamais avoir participé à la Série mondiale, avec les Nationals et les Expos aussi. Je pense pas que ça va arriver cette année peut-être pour les Nationals, là, mais pour les Mariners, je serais un petit peu plus surpris. Je serais très surpris. Maurice, il nous reste quelques instants. On regarde ce qu'on va faire dans le baseball majeur pour les différents changements. Le baseball est un sport particulier au niveau de la durée des matchs, la façon dont ça se déroule. C'est un côté charismatique, la façon dont ça se passe, parce qu'il n'y a pas de cadran. Mais c'est devenu un peu problématique à un moment donné parce que les matchs sont trop longs. Là, on parle de cadran, de visite au monticule. T'en as vu du baseball, Maurice. Est-ce que toi, la durée des matchs, ça t'agace? Est-ce que c'est quelque chose qui fait en sorte qu'il faut vraiment apporter des changements? Je te dirais que ça m'agace un peu. Tu sais, quand ça devient trop long, je te dirais qu'à chaque été, je suis allé voir du baseball professionnel de niveau inférieur, là, comme à Portland. Là. Ouais. Et puis l'horloge à 20 secondes, là, moi, j'adorais ça. Ah oui? Est-ce que c'est bien respecté? Hein? Ah!
au poil. Ah oui? Ah ouais, puis de toute façon, le lanceur n'a pas le choix. S'il n'a pas fait ses lancers dans 20 secondes, c'est une balle. Une balle automatique. Puis si c'est le frappeur qui niaise, là, ben c'est une prise automatique. Puis là, t'as les cadrans partout, là. Évidemment, il y a des gens qui vont dire ça fait pas mal d'horloges dans un stade de baseball. Mais non, moi, je déteste pas ça. Le nombre de visites au monticule, moi, je dis qu'il faut quand même en garder faut garder ça quand même un peu... tu sais, tu peux pas arriver et dire tu n'as pas le droit d'y aller plus que 2 fois ou des choses comme ça. Je pense qu'il faut que ça soit géré d'une façon un peu plus sévère, mais fait quand même raisonnable. Toi, si t'en penses? Ben écoute, je déteste pas l'idée, mais moi, je me demande si ça va pas aboutir un peu. Je vais te donner un exemple un peu spécial, mais par exemple, la fusillade dans la Ligue nationale. Je déteste la fusillade. Je trouve pas que c'est une bonne idée. Pour le spectacle, c'est correct, mais quand on arrive que ça compte, les séries, ça n'existe plus. J'ai l'impression que c'est peut-être ça qu'on va vivre un peu, c'est-à-dire qu'en saison régulière, on va faire certaines limites, les cadrans, les visites. Mais écoute, t'es rendu au 7e match de la série de championnat, tu peux pas empêcher le receveur d'aller voir son lanceur parce que là, on s'entend pas sur la séquence qu'on veut offrir. C'est là où je veux pas qu'on dénature mon sport préféré. Oui, mais ça, là, François, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais par contre, qu'on fasse comme dans la Ligue nationale, si tu vas en série mondiale, tu l'enlèves, le règlement. Comme on revient, on enlève la fusillade. Je pense que c'est là qu'on s'en va. Oui, mais moi, je serais pas contre ça. Parce qu'en saison régulière, je pense qu'à un moment donné, je pense toujours au match du dimanche soir, Red Sox-Yankees, qui dure 4h15 pour 8 manches et demi. C'est l'exemple le plus frappant. Puis, je veux dire, on aime ça, le baseball, tous les deux. C'est notre passion. Puis, à un moment donné, on se dit, là, c'est presque, ça n'a pas de bon sens. Là, le spectacle n'est pas aussi bon parce que c'est un petit peu trop long. Puis, je sais que la Ligue Can-Am va essayer des choses, puis que le baseball mineur aussi. Mais j'ai hâte de voir si le baseball majeur va appliquer tout ça dès le début de la saison. Moi, je pense que si on l'appliquait, comme je te mentionnais, puis on fait ça pour la saison régulière, mais une fois que tu es dans les séries éliminatoires, ben tu fais un aparté pour revenir à l'ancien règlement. Mais si juste le fait, François, de raccourcir les matchs pendant la saison régulière, ce serait beaucoup. Oui. Puis des fois, il y a peut-être les pauses publicitaires, il y a toutes sortes de petits détails aussi. On peut aller chercher une petite minute par-ci, par-là. Tu sais, il y a des gérants, là, ou des instructeurs des lanceurs à partir de la 6e manche qui font le jogging. Ou presque. Oui, mais c'est plein de petits détails comme ça. Puis je sais qu'on avait quand même amélioré avec les reprises la première année pour dire, là, on ne peut plus aller sur le terrain puis regarder dans l'abri 3-4 fois, savoir s'il faut que j'aille à la reprise. On va apporter des ajustements, mais comme je disais, je pense qu'il faut être prudent dans ce qu'on fait parce que c'est pas du hockey, c'est pas du football, il n'y a pas de cadran, c'est pas la même chose. Là-dessus, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais je te dirais ce que j'ai vu, moi, dans la Ligue Eastern, là. D'ailleurs, on va l'avoir avec les Capitals. Les règlements? Les nouveaux règlements? Oui, on va voir ça le 20 secondes, là. Ben, si je me trompe pas, à moins que je parle trop vite. Non, mais je sais qu'on voulait appliquer certaines règles. Je sais pas qu'est-ce qu'on mettait exactement. Oui, mais je pense que le 20 secondes va être là. Mais tu sais, parce que Michel Simard, Brian Rambiz n'auraient pas de misère avec le 20 secondes, mais peut-être que Joey Maher a un petit peu plus de misère. Là, oui, mais il revient pas. Mais ça veut-tu dire qu'avec des nouveaux règlements, comment il s'appelait l'ancien joueur d'Areco des Rocksots? Nomar Garcia-Parra. Pourrait plus jouer dans le baseball. Avec replacer ses gants, même s'il ne s'élance pas, de taper sur chaque crampon. Et il y avait... lui, tout seul, il augmentait la durée d'un match de baseball de 10 minutes. Oui, puis écoute, tu te rappelles de Steve Traxel qui lançait, qu'on appelait le Human Rain Delay, l'homme au délai de pluie, tellement que c'était tellement long entre chaque lancer. Absolument. Je pense qu'actuellement, c'est Pedro Baez, qui est le releveur des Dodgers, qui, lui, c'est entre 35 et 40 secondes entre chaque lancer. C'est des gars comme ça qui vont faire des changements. Mais ça pourrait avoir des incidences sur ces lanceurs-là. Sûr et certain. Tu prends 30-35 secondes là, avant chaque lancer, puis là, ils te disent, tu ne 20, mon petit homme, là. Oh, ça change la mécanique, je pense. Ben, il est mieux de pratiquer durant le camp d'entraînement parce que ça va peut-être un peu difficile. Maurice, je termine, on se disait, tu me parlais des Astros, pour toi, c'est ton choix pour gagner la Série mondiale pour la prochaine saison? Non, moi, je t'ai dit qu'il allait jusqu'au bout dans la Ligue nationale. Dans la Ligue américaine. Dans la Ligue américaine jusqu'à la finale. OK. Et puis, la Ligue nationale, c'est plus difficile. Hein? Oui. Moi, je pense que le représentant de la Ligue américaine à la Série mondiale, ça va être Houston ou les Yankees. Okay. Pour moi, là. Puis dans la Ligue nationale, je ne le sais pas. Moi non plus. On dirait que je n'ai pas fait mon choix. Non, je suis pas capable de le faire. Je ne le sais pas. Évidemment, on est toujours porté à voir les Nationals, mais ils ne se rendent pas. On dirait qu'à un moment donné, ils font penser
certaines équipes de hockey qui, le printemps, aiment mieux jouer au golf. Eux autres, probablement, aiment mieux aller ailleurs. Et tu regardes dans la centrale, il y a des aspirants. On parle des Cubs. Puis dans l'Ouest, les Dodgers. Mais est-ce que les Dodgers sont aussi bons que ce qu'ils ont démontré l'année passée? Je ne suis pas convaincu non plus. Parce qu'il manque un petit peu de profondeur après Kershaw. Il y a certains joueurs qui ont eu leur meilleure saison en carrière. Puis rappelle-toi, il y avait eu une séquence incroyable des Dodgers au mois d'août où ils ne perdaient plus un match. Ils sont bons, les Dodgers, puis ils vont peut-être gagner l'Ouest. Mais sur papier, je pense que les Nationals ont la meilleure équipe. Mais sur papier puis sur le terrain, c'est deux choses complètement différentes. Puis les Dodgers ont ce que j'appelle des fois des drôles de joueurs. Moi, j'adore Yasiel Puig. Oui. Mais tu sais, dans une équipe de baseball, c'est un peu une boîte à surprise. Ah oui. Tu sais, il y en a d'autres comme ça. Là. Par contre, ils ont monté des jeunes qui vont bien, le premier but, puis de l'arrêt-court. Puis là, je ne sais pas, le fameux Alex Verdugo, je regardais ce matin, il frappe 360 au camp d'entraînement, mais il n'a pas l'air d'avoir de place au champ extérieur. Oui, on nous en parle depuis une année ou deux comme le meilleur espoir de l'organisation. Oui, c'est un bon frappeur. Je sais pas. Puis là, on ne voulait pas garder Matt Kemp, mais il connaît un bon camp aussi. On va avoir des décisions à prendre. Oui, mais comme je te dis, des joueurs comme Puig, là, dans une équipe de baseball, à un moment donné, ça te transporte. Puis pendant l'autre période, ça te rend un peu plus dépressif. Comme on dit, Yasiel Puig, c'est le Piquet Souban du baseball. Maurice, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir. Bonne saison. Alors, on parlait de la saison 2018 qui s'en vient à très grands pas. Merci d'avoir été là pour cette édition spéciale de ce podcast Derrière le marbre.